Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un de la République de Moldavie. Je crois que c'est la première fois, oui, c'est la première fois depuis le début de cette émission, hein, depuis le début de l'année que nous accueillons quelqu'un de la République de Moldavie et j'en suis particulièrement ravi. Nous invitons donc Karolina Dodusavka, qui est la doyenne de la faculté de lettres de l'Université libre internationale de Chisinau, donc la capitale de la République de Moldavie. Elle est docteure en philologie et maître de conférences. Ces sujets de recherche portent, entre autres, sur les études littéraires, européennes et interculturelles, l'identité et la diplomatie culturelle. Elle est également, Karolina Dodusavka, est également membre de plusieurs comités de rédaction de revues scientifiques et de commissions d'évaluation académique. Karolina Dodusavka, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation inattendue. Et c'est une invitation qui me rend des émotions bien fortes. Oui, mais je suis tellement ravie d'être avec vous ce soir. Ah ben c'est un sentiment partagé, hein. Je suis également ravi d'être avec vous. Je suis personnellement très attaché à votre pays. Chisinau est une ville que j'aime beaucoup et ravi donc de vous accueillir. Alors, je disais dans l'introduction que vos recherches portaient notamment sur l'identité. Eh bien, on va commencer par ça, si vous le voulez bien. Cette recherche de l'identité qui, je crois, concernant la République de Moldavie, est quelque chose de particulièrement sensible. Un pays qui est, on va dire, tiraillé entre deux mondes. Oui, oui. La recherche de l'identité, c'est la bonne formulation, c'est la formule qu'on utilise puisque l'identité dans l'espace de la République de Moldavie, c'est une question de longue haleine. Et je dirais pour commencer que c'est plutôt l'espace qui est tiraillé que l'identité elle-même, où premièrement c'est l'espace et puis l'identité. Quand je dis l'espace, je pense aux facteurs géopolitiques, bien sûr géoculturels, et à une conscience géohistorique. Moi, je voudrais y voir un souci d'équilibre. Et quand je dis ça, je parle là de l'équilibre dans les discussions sur l'identité. Un respect réciproque entre les participants aux discussions, un respect plutôt de la part des politiciens qui représentent différents partis politiques, entre les membres de la communauté, représentant en fait diverses ethnies, porteurs de différentes langues, cultures. Donc, bref, la question sur l'identité et de l'identité dans l'espace de la République de Moldavie n'a que très rarement une réponse courte et bien définie. Et bien que cela dépende de la nature de la question, de l'interlocuteur, de celui qui pose la question, du contexte, la question, elle est toujours bipolarisée. Êtes-vous roumain ou moldave? Êtes-vous roumain ou russe? Êtes-vous moldave ou russe? Etc. Donc, les trois, en fait. Il y a bien sûr les minorités ethniques, mais les trois sont les alternatives à choisir, je dirais. Et c'est plutôt une question d'auto-identification. Êtes-vous tel ou tel? Ce n'est pas la question sur l'identité qui suis-je. Donc, dans l'esprit de Michel de Montaigne et puis des philosophes, grands philosophes européens, mais c'est déjà une question-réponse à la fois à choix multiples, à la fois ouverte et à la fois figée. Bon, c'est une question d'appartenance. Tout ce que je dis, bien sûr, c'est ma position, c'est le résultat de mes recherches. Et donc, je vois là une autre question. Êtes-vous plutôt moldave ou plutôt roumain? Êtes-vous plutôt russe ou plutôt roumain? Voilà, donc au fait, dans les deux cas, la réponse sera l'un et l'autre.
D'accord. puisque Et même puis il y aura, si on pardon, prend... excuse-moi, Oui, je vous oui, coupe, et puis il y aura oui, également une oui. différence, des différences en termes géographiques. Chisinau, ce qui se passe à Chisinau, ce n'est pas ce qui se passe nécessairement dans les autres villes ou dans les campagnes, précisément en ce qui concerne cette identité. Vous avez raison. Donc, l'espace urbain et extra-urbain, ce n'est pas le même espace. Il y a une dissymétrie communicationnelle, une dissymétrie d'auto-identification. Bien sûr, on a l'espace de l'unité territoriale autonome de la Gagaouzie, la Transnistrie, et bien sûr l'espace, le reste du pays. Et là, bien sûr, il y a un contexte différent d'un pays à l'autre. J'ai voulu quand même donner, par exemple, donc à titre d'argument, mon cas. Euh, Géographiquement, historiquement, linguistiquement, culturellement et même institutionnellement, moi, je suis l'identité l'une et l'autre, puisque côté éducation, j'ai dû subir les effets de l'école russe, c'est-à-dire soviétique, ces études binaires moldave et russe. Mais puis ma formation, donc ma vie adolescente, étudiante et déjà ma vie professionnelle, ça s'est passé dans un autre cadre, bien sûr. Donc, Après, pardon, excusez-moi, oui, vous voulez dire que quand vous étiez, par exemple, les écoles primaires, au oui. collège, ça s'est fait pour vous de façon bilingue, c'est-à-dire en roumain et en russe, c'est ça? Mon cas, j'étais dans une école roumaine, mais à l'époque, on disait qu'on parle moldave et on écrivait avec l'alphabet cyrillique. Oui, Mhm. c'était avant les années 89. Donc, et après déjà les années 90, il y a eu une renaissance nationale et là, on a eu déjà un accès à la culture roumaine. On a commencé à découvrir les poètes, la littérature roumaine, etc. Et notre formation, donc, il y a eu un déplacement d'accent et il y a eu une renaissance nationale. Mais de toute façon, donc, quand on dit je suis l'un et l'autre, au premier rang, premier plan, je situe quand même cette culture roumaine parce que je suis romanophile, mais ce n'est pas le cas de tout le monde ici en Moldavie parce que la réalité elle est différente et la société malheureusement il reste bipolarisée. Voilà. On trouve par exemple des Moldaves qui se disent Moldaves et non pas Russes, et qui ne se disent pas Roumains non plus. Oui, oui, c'est ça. Et qui ne Oui. parlent pas nécessairement russe, mais qui parlent, ils diront qu'ils parlent le moldave et non pas le roumain. Oui, vous avez parfaitement raison. Ce sont des pseudo-patriotes, voilà, d'un patriotisme faux. Mais ils représentent une minorité, ou ce serait plutôt une partie importante de la population de la République de Moldavie? Je dirais que ce n'est pas une partie importante, mais c'est une partie qui nous fait mal quand on doit choisir euh, les bonnes directions du développement du pays. D'accord. Alors, on va pas trop rentrer hein, dans le domaine de la politique. Hein, ce n'est pas trop votre, en tout cas, vos études de recherche. Oui. Mais ceci dit, étant donné que nous sommes voilà, en conversation sur RFI, quel serait le message que vous souhaiteriez personnellement lancer à l'Europe de l'Ouest, à l'Union européenne et peut-être aussi aux médias de l'Ouest? Je suppose que évidemment vous lisez la presse française, francophone en général. Et quel sentiment cela vous donne souvent? Est-ce que vous avez envie de dire que les choses sont pas exactement comme ça, et que vous aimeriez que votre pays soit perçu différemment? Oui, si je dis oui, ça suffit déjà. Donc, c'est une réponse consistante. En fait, il y a deux réalités, à mon avis, qui entraînent une certaine dissonance cognitive, hein, puisque les Européens qui ne connaissent pas du tout
La République de Moldavie, c'est une catégorie. Et la deuxième, ce sont les Européens qui ont découvert le mauvais côté de notre pays. Plutôt ça. Bon, grosso modo, bien sûr, les deux grandes catégories. Et ceux qui connaissent les mauvais côtés ou traits, ce sont ceux qui ont entendu le scandale du milliard de dollars disparus, de l'État pris en otage, des histoires de corruption, des immigrants qui travaillent au noir, la main d'œuvre non qualifiée, etc. Mais moi, je crois qu'il y a ce n'est que le revers de la médaille et il y a le bon côté. Il y a des représentants de valeurs avec lesquels donc, on peut faire honneur Discuter. à notre Oui. pays. Oui, Vous faites ce sont allusion à la nouvelle présidente Maya Sandu, par oui, exemple. oui, absolument, merci. Oui, j'ai voulu dire ça aussi, mais j'ai voulu commencer avec nos étudiants, puisque en tant que doyenne d'une faculté, je pense toujours à mes étudiants, je parle à mes étudiants et on fait des échanges parce que la nouvelle génération, elle est différente, elle est autre. Et ce que je veux, c'est que donc nous ne devons pas créer d'impédiments pour leur développement, pour leur épanouissement. Et je crois que nos étudiants, ils réussissent bien à promouvoir nos valeurs au-delà, bien au-delà de notre pays. Ils participent dans des programmes de mobilité et il y a certains étudiants qui poursuivent leurs études dans les universités européennes et transatlantiques. Puis il y a nos spécialistes dans différents domaines, ingénieurs, médecins, professeurs de langue, designers, etc., artisans, musiciens. Mais parfois, c'est qu'ils renoncent à la citoyenneté moldave et c'est pour ça qu'on ne connaît pas donc, leur pays d'origine, mais ça existe aussi. Et puis la diaspora qui contribue à faire une image positive, à créer cette image et un message positif dans le monde. Et bon, il y a les deux côtés complémentaires de la République de Moldova. Et nous sommes l'un et l'autre, puisque le positif et le négatif, à la fois, c'est notre drame d'ailleurs. Mais j'espère que... Donc, et la réalité, c'est que les côtés négatifs ont avalé, ont estompé un peu ce que notre pays a du bien et du bon. Je crois que c'est la ressource humaine, c'est le potentiel agricole de notre pays. Il y a plein d'autres atouts à énumérer là. Donc, bien, je dirais que l'agriculture, c'est un secteur vraiment stratégique pour une Europe majoritairement industrialisée. Puis vous avez du très bon vin, vous avez on Oui, mange très bien à Chisinau, hein, ça il faut le dire. oui, et pas seulement, et les traditions culinaires en famille, dans l'institution de la famille, on mange fait maison, on mange beaucoup, et d'une façon, c'est un mode sain d'alimentation. Et puis, il y a le domaine du textile qui est spécialisé dans le luxe et la Moldavie, il est devenu le petit atelier de l'Europe de certaines marques de luxe. Et puis, je dirais que un autre atout, c'est la présence et la visibilité de la Moldavie à travers la francophonie, à travers les filières de l'Agence universitaire de la francophonie. Les crues qui ont été créés, c'est un projet de crues, ce sont les centres de réussite universitaire présentes dans 8 universités francophones de Moldavie qui participent à ce réseau régional de l'Europe centrale et orientale. Puis, les compétences plurilingues et pluriculturelles de mes concitoyens, ça c'est un autre atout. Le culte du travail aussi, je dirais, comme message aux Européens, c'est pour nous connaître. Je voudrais que donc, le culte du travail soit bien sûr conjugué avec un culte de la performance aussi, mais voilà. Et Et encore, pour je dirais revenir, que oui, oui, pardon, excusez-moi, allez-y, oui, oui. je dirais que le sens de pacification, il y a donc du peuple moldave. Si on entend des histoires, bon, pas bonnes, alors ça, c'est plutôt
parfois la presse, les politiciens, les immixtions, le facteur russe, tout ce que vous voulez, donc cet amalgame. Mais en général, le peuple moldave a ce sens de pacification et de conciliation. Mhm. Pour revenir à ce que vous disiez sur la francophonie, donc il y a plusieurs programmes, il y a une présence française importante, hein, institutionnelle, du secteur privé, et vous sentez que au niveau de la jeunesse, il y a cette envie d'apprendre le français en République de Moldavie? Ah, bon, si vous voulez une réponse réaliste, et si je compare l'enthousiasme des francophones il y a 10 ans, alors il y a un recul de l'apprentissage du français. Mais j'apprécie beaucoup tous les efforts pris par les acteurs francophones, l'Agence universitaire de la francophonie, la présence et le support de l'ambassade de France en République de Moldavie, de l'Alliance française de Moldavie, des centres de réussite universitaire qui ont été créés dans les universités francophones moldaves. Vous savez que c'est une tendance régionale, je dirais. Et hier, j'ai participé à une réunion des acteurs francophones et des co-responsables des centres de réussite universitaire avec le directeur de l'agence universitaire de la francophonie, le directeur régional Mohamed Kietata. Et M. Kietata et les autres qui ont participé à ces échanges, on a constaté qu'il y a un recul de l'apprentissage du français en Macédoine, en Slovaquie, en d'autres pays européens, chez nous aussi, si on compare ou à titre comparatif avec l'anglais. Et je voudrais dire que à la faculté des lettres de l'Université libre internationale de Moldavie, on observe ce recul puisque le français était dans le top 3 langues, c'était d'habitude jusqu'aux années 2000, c'était français-anglais, puis c'était anglais-français. Et troisième place, c'était soit l'allemand, soit l'espagnol. Mais maintenant, le français a un peu chuté. Il occupe la 4e ou 5e place après l'anglais, l'allemand, l'espagnol et les langues asiatiques. Donc, parce que il y a un tel programme anglais-chinois, anglais-coréen, qui a une très bonne prise. Donc, les étudiants choisissent et s'inscrivent donc à des cursus d'anglais, de chinois, de coréen. De toute façon, on fait tous les efforts puisque la francophonie en Moldavie se tient sur l'enthousiasme. Et tous les professeurs de français font tout le possible pour cultiver cet amour pour le français parce que c'est leur coup de cœur. Et puis, c'est pour inspirer quelqu'un, il ne faut que ça. Et bon, Et voilà. précisément, pour vous, qu'est-ce que la littérature, notamment française, vous a apporté et continue à vous apporter? Pour moi, vous savez, pour ouvrir une parenthèse de digression presque lyrique, je dirais que parfois j'ai l'impression que j'ai vécu en France, donc dans une autre vie. Je me En tout sens cas, à vous attendre parler français, on a l'impression tout à fait que ça a été le cas, oui. La première fois quand je suis allée en France, j'accompagnais une délégation. C'était une visite de travail. J'étais l'interprète de la délégation officielle de la République de Moldavie. C'était en 2003 et j'ai fait des traductions, j'ai interprété des conférences, etc. Et oui, en France, quelqu'un m'a dit, depuis combien de temps vous vivez en France? Et j'ai dit, je suis la première fois en France. Mais quand je suis entrée dans l'aéroport et puis quand je suis descendue sur le sol français, etc., j'ai eu un déjà vu,
mais très clair. Et pour moi, la littérature française qui a existé dans mon enfance, j'ai découvert la littérature française en traduction, en roman, Antoine de Saint-Exupéry et bien sûr les autres, Alexandre Dumas. Et donc, graduellement, j'ai découvert les autres grands écrivains, les titans, les penseurs de la littérature et de la philosophie et de la culture française et européenne. Et cela m'a apporté beaucoup. Cela a été comme un pont vers le monde. Et j'ai connu beaucoup plus de choses en plongeant dans les lectures françaises. Et cela s'est passé d'une façon plus accélérée. Quand j'étais étudiante et maintenant, côté professionnel, donc ça m'aide énormément puisque parfois il y a des articles qui sont apparus en français. Donc la version en roman n'existe pas pour le moment, etc. Et donc, les autres collègues qui ne parlent pas français n'ont pas accès à ces sources. Et moi, donc, je me réjouis puisque je peux lire en original. Pour revenir à vos domaines de recherche, quand vous m'avez envoyé votre bio, j'ai l'impression que vous avez rajouté l'humanisme, ça m'a intéressé face à la technologie. Alors, je ne sais pas si c'est un thème qui vous intéresse. En tout cas, personnellement, il m'intéresse particulièrement. Comment vous concevez ce rapport? Je suppose que, notamment vis-à-vis des jeunes et leur rapport aux réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est énormément discuté en ce moment. Qu'est-ce que vous aimeriez dire voilà, par rapport à tout ce qui se passe en termes de nouvelles technologies et le rapport des jeunes avec ces nouvelles plateformes et autres? Bon, quand j'ai mis ce thème ou ce sujet, l'humanisme face à la technologie, ou transhumanisme, ou post-humanisme, donc ces termes émergents, j'ai pensé vraiment à ce rapport de l'humanisme, de l'identité humaine, parce que c'est quand même lié à l'identité, au sujet humain, par rapport à la technologie. Et quand vous me posez cette question, comment concevoir ce rapport, je crois qu'il faut quand même faire un petit rappel ou une petite incursion à l'évolution de ce concept ou de ce mouvement de pensée qui est l'humanisme. Quand il est apparu, 14e siècle, c'était donc en Europe, c'était la soif de la connaissance, la soif du savoir et les valeurs de la connaissance antidogmatique. C'était toujours par rapport à quelque chose, au dogme du Moyen-Âge, etc. Déjà, donc, au XIVe et XVIe siècle, historiquement, c'était un mouvement intellectuel où les valeurs fondamentales étaient axées sur l'homme, la dignité humaine et l'affirmation de la confiance en l'homme. Qu'est-ce qu'on voit à la L'époque croisée des du Lumières, c'est ça, hein? Pardon, oui, excusez-moi, 20e et 21e siècle? Est-ce qu'on a la même confiance en l'homme ou est-ce qu'on a plus de confiance en technologie? C'est ça, ce rapport. C'est une question assez épineuse puisqu'on ne sait pas. On sait que d'un côté, c'est l'identité humaine, de l'autre, c'est l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle déjà entité non humaine. Cette complexité, elle peut rendre l'homme dans un désavantage. Et c'est pour cela que j'ai situé l'humanisme face à la technologie, l'humanisme donc au premier rang. Parce que je suis optimiste et je veux croire que les technologies seront du côté de la science, du progrès de l'humanité et que ça nous tournera mal. Mais je crois que tout le monde doit
comprendre, être très sensible que le développement de la conscience humaniste pourrait nous aider dans le développement des technologies. Bien sûr, il y a déjà, vous savez, il y a des mouvements ou plutôt Des concepts tendances, ouais. émergents, Mhm. oui, concepts émergents comme le néo-humanisme. Ils parlent donc, de la société qui se déshumanise et ils disent que le principal ou la principale approche, c'est humaniser la société. Ce sont les antiglobalistes, ceux qui veulent voir dans la société plus de solidarité, ceux qui dénoncent la violence, ceux qui plaident pour la non-discrimination, etc. Il y a bien sûr encore un autre concept auquel j'ai pensé quand j'ai dit l'humanisme face à la technologie, c'est le concept de la nouvelle culture numérique face à l'humanisme et c'est l'ultra-humanisme. Il y a bien sûr des atouts et des faiblesses là, parce que l'atout, c'est la mobilité, le libre accès, la diversité, l'ouverture et la flexibilité des paradigmes d'information pour tous les modes de vie et de pensée. Les faiblesses, bien sûr, de l'autre côté, c'est une pensée commerciale et non plus humaniste, car l'accès est tellement libre et tellement vendable et tellement, donc, voilà, dans ces directions. Et il y a des menaces là, bien sûr, le mal-être de l'esprit, le mal-être de ce qui est humain. Bon, il y a... Vous les ressentez, ces menaces, quand vous êtes face à tous ces jeunes que vous côtoyez au quotidien, vous sentez qu'ils ont un manque de recul et qu'ils sont pris dans ces avalanches d'applications qui les maintiennent un petit peu comme ça, captifs et qui prennent leur attention. Vous savez, je crois que les étudiants et mes étudiants, ce n'est pas encore la génération tellement affectée ils ne sont pas tellement captifs. C'est ce que je vois. Ils cherchent encore le contact présentiel. Ils veulent faire des cours en présentiel. Ils veulent participer à des activités extracurriculaires, mais ça se passe en contexte pandémique. À distance, en ligne, etc. Seulement au début du septembre, nous avons eu quelques semaines de cours en présentiel. Mais je crois que c'est probablement donc les tout petits maintenant qui vont faire la différence. Puisque nous avons un projet maintenant, Grandir en français et découvrir le français de très bas âge. Et là-bas, nous avons découvert qu'ils sont vraiment... Dans quel cadre ce projet? Le projet francophone, oui, puisque nous avons, donc avec 3 universités, c'est l'université de Suceava, de Roumanie, l'université de Craiova et l'université libre internationale de Chisinau de Moldavie. C'est un projet transfrontalier, synergique, qui vise, c'est juste notre objectif, c'est pour promouvoir le français à la maternelle. Et là-bas, on peut observer qu'il y a une différence parce que c'est pour cela que j'ai mentionné la maternelle. Les tout petits, ils sont un peu déjà, je ne sais pas s'ils sont captifs, mais ils sont les natifs, oui, du numérique. Et ils se sentent tellement à l'aise avec les écrans, avec les portables que donc c'est là qu'il faut apprendre le français, dans ce monde virtuel avec eux. Voilà. Mais avec mes étudiants, c'est encore ce monde assez binaire ou qui fonctionne en binôme. Ils peuvent être très à l'aise dans l'espace virtuel, mais parfois ils cherchent comme alternative la réalité immédiate. Mhm.
Euh, Carolina Dodou-Savka, Savka, pardon, excusez-moi. Peut-être une dernière question. Si vous aviez un message à lancer à nos auditeurs qui sont principalement en Roumanie, ce serait de rendre visite en premier lieu à Chișinău. Je suis toujours assez surpris de rencontrer des Roumains qui ont voyagé partout en Europe, mais qui ne connaissent pas cette ville ou la République de Moldavie. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Aux Roumains, oui. Mhm. Bon, je les invite à participer pour l'instant à des manifestations en ligne. Par exemple, la faculté des lettres de l'Université libre internationale a organisé au mois d'octobre une conférence et nous avons eu donc presque une trentaine ou même plus de participants des universités de la Roumanie, c'était de Iași, de Suceava, de Craiova, etc. Et donc, vous pouvez suivre, chers francophones de la Roumanie, l'exemple de ces universitaires qui ont participé à des conférences en ligne, des webinaires qu'on organise. S'il est possible de nous rendre visite en présentiel, c'est le tourisme vert qui est une option. Ce sont donc, le festival du vin, le festival de la... Donc, il y a plein de titres C'est différents. quand le festival du vin? Pardon, excusez-moi. C'est à quelle époque de l'année? Au mois d'octobre. Et donc, bien sûr que en contexte pandémique, tout a changé, on a brisé les styles, donc on a transformé tout cela et les styles de gestion et d'organisation, ça c'est déjà, ça se passe d'une autre manière, mais quand même, donc avant de nous rendre visite, bien sûr qu'il faut voir quelle est la situation, quel est notre code selon les cartes pandémiques. Mais il y a tant de places à visiter, les monastères, les musées, les locaux, les cafétérias, même les cafés. Il y a des cafés francophones. Donc, il y a... Oui. Et il y a bien sûr les bibliothèques, les clubs pour ceux qui vont faire la fête ou donc célébrer quelque chose. Et la campagne, la tranquillité de la campagne, elle est vraiment donc une destination. Et ces gens qui sont très, et je m'en rappelle bien, qui sont très accueillants et qui portent en eux, comme vous l'avez dit au début de cet entretien, oui, on peut dire une vraie sérénité. En tout cas, on la ressent quand on va en République de Moldavie. Carolina Dodou-Savka, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes la doyenne de la faculté de lettres de l'Université libre internationale de Chișinău. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure, 19h15 sur RFI. Cette émission, vous pourrez la retrouver sur la page Facebook de RFI dès demain et elle sera sur le site, la vidéo sera sur le site rfi.ro. Merci à tous, week-end placout. Au revoir.